Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Institut CDG, comme les autres webinaires qui sont passés. Celui-là va être articulé autour de la question de l'éducation et de la réussite du pari du digital dans l'éducation. Parce que depuis que le monde est monde, à chaque innovation ou invention technologique, et surtout depuis que l'outil informatique est là, les responsables publics des systèmes éducatifs se sont intéressés à son utilisation dans l'enseignement et à l'intégration des technologies de l'information et de la communication, les fameux TIC dans l'éducation. L'enjeu est essentiel pour tout le monde et pour les jeunes, il est carrément existentiel, on peut dire ça. Il ne peut pas être ignoré aussi bien par les jeunes que par l'ensemble de la société et bien entendu par les responsables publics. Mais si la technologie est là, les enseignants ne semblent pas avoir tous compris ou pris ou pu prendre à sa juste mesure l'importance de la technologie sur la pédagogie, car il ne s'agit pas tant de reproduire de façon digitale les modes d'enseignement traditionnels que d'intégrer l'éthique dans l'enseignement et l'apprentissage en tenant compte des changements importants relatifs au programme scolaire et aux approches pédagogiques. L'intégration du numérique dans l'éducation passera donc par l'élaboration de stratégies pédagogiques qui articulent l'apprentissage individuel, l'apprentissage collaboratif et l'apprentissage en réseau. Ces approches permettront aux élèves qui seront les futurs citoyens, ils le sont toujours, mais ils seront les futurs citoyens adultes et acteurs économiques, d'acquérir des compétences de plus en plus avancées indispensables au développement économique, social, culturel, environnemental, entrepreneurial. Et ces mêmes compétences que les jeunes d'aujourd'hui retrouveront dans leur monde professionnel et leur vie quotidienne, leur vie de tous les jours demain. La réussite de cette intégration laisse donc entrevoir des bénéfices dans la quasi-totalité des domaines d'activité où le savoir et la communication jouent un rôle clé. Alors, ça passe par l'amélioration des processus d'enseignement et de progression des résultats scolaires, le renforcement de la motivation des élèves, la continuité de communication avec les parents, la mise en réseau d'école, une meilleure qualité de gestion et de suivi au sein de l'école. Et notre nouveau modèle de développement ne dit pas autre chose d'ailleurs quand il évoque l'importance du numérique à plusieurs reprises. Vous faites une recherche sur le LMD, vous trouverez que le numérique est employé plusieurs fois. Alors, c'est saisir l'opportunité du numérique pour en faire un puissant levier de transformation du système éducatif. C'est la connexion numérique à toutes les écoles, de toutes les écoles publiques. C'est l'usage du numérique pour transformer profondément le business model de l'enseignement supérieur. C'est la maîtrise des fondements du numérique qui devra être intégrée à toutes les filières de formation, etc. Et cette intégration des technologies donc, de la communication aura une incidence sur les différentes parties prenantes de l'éducation, en particulier sur les enseignants. Et on en parlera assez longuement lors de ce webinaire avec nos intervenants. Si on cite l'UNESCO et son référentiel de compétences antiques pour les enseignants, on y dit que l'intégration d'éthique en classe sera plus ou moins réussie selon la capacité dont fera preuve l'enseignant pour structurer l'environnement d'apprentissage de façon innovante, fusionner les nouvelles technologies avec de nouvelles pédagogies et créer une classe socialement active en stimulant l'interaction coopérative, l'apprentissage collaboratif et le travail en groupe. Et cela exigera de l'enseignant des aptitudes nouvelles en matière de gestion de la classe. Alors tout cela, ça ouvre sur un champ de questions, sur un espace d'interrogation qui passe par plusieurs questionnements comme la stratégie d'implémentation d'éthique, comme les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif, quelle aptitude nouvelle pour les enseignants, quelle utilité, quelle incidence sur les apprenants d'une façon globale. Et à travers ces questionnements et les réponses qui leur seront apportées par nos intervenants, ce séminaire sera une occasion de partager des réflexions fondées sur le retour d'expérience, chacun à son niveau, chacun par sa fonction, chacun par sa qualité, chacun par son expérience, et donc pour élaborer aussi des recommandations partagées par tout le monde au profit des différentes parties prenantes. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs les intervenants. Bonjour à madame Mahagmira qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Euh, et bonjour et à toutes les internautes et internautes qui sont derrière leurs écrans et qui suivent ce webinaire. Alors, avant de commencer, on donc on sacrifiera la tradition par la présentation des participants. Ismaël Boukili, bonjour. Bonjour, Monsieur Bousta, comment allez-vous? Très heureux d'être là. Allah يبارك فيك مرحبا بك السي Ismaël. Vous êtes expert EdTech et CEO Manhaj.ma. Vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes fondateur et CEO de Bookmania, qui est un institut de soutien scolaire dans les matières scientifiques depuis près de 20 ans et qui a accompagné plus de 9000 apprenants de 6 à 23 ans.
Vous êtes aussi initiateur et animateur de Kiffe les maths. Voilà, ça parle aux jeunes, kifflesmaths.com, qui a profité à plus d'1,5 million élèves apprenants en 10 ans, aussi bien ici au Maroc, en France ou en Afrique francophone. Et vous êtes aussi créateur et CEO depuis en février 23 de la plateforme de e-learning Manhaj.ma, avec près de 200 000 bénéficiaires inscrits entre le 1er octobre et aujourd'hui le 10 novembre. 200 000 inscrits en 40 jours. Il fallait le mentionner. Merci. En gros, vous êtes un serial entrepreneur, e-entrepreneur. Marhaba bik, Assis Ismaël. Merci d'être avec Aïbad, nous. très heureux d'être parmi vous. Bonjour, c'est Mounir Roro. Marhaba et merci d'être avec nous. Aziz, merci à l'Institut CDG pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes professeur en IA et vous êtes doyen du collège doctoral à l'UIR. Vous êtes titulaire d'un doctorat à Polytechnique Toulouse. Vous avez été chercheur à l'université de Strathclyde en Écosse et professeur à l'université de Leeds. Et vous êtes porteur de plusieurs distinctions académiques. On ne va pas les citer, mais il y en a beaucoup. J'ai vu ça sur votre biographie. Encore une fois, merci d'être avec nous, professeur Roro. Ravi d'être avec vous. Merci, Madame Mahagmira. Bonjour, Alella. Alors, je ne vous vois plus à l'écran. Je ne sais pas si Madame Guinella est toujours avec nous ou elle a un problème de connexion. Alors, en attendant qu'elle revienne, Madame Ilham Laziz, bonjour, Madame. Ah, micro. Voilà. Vous êtes donc directrice du programme Génie au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. C'est la nouvelle dénomination depuis 2 ans. Vous êtes docteur d'État en sciences appliquées de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Et avant un deuxième doctorat en chimie des matériaux de l'Université de Montpellier, vous avez soutenu bien sûr un DEA. Vous êtes ancienne responsable du service de la collecte et du traitement de l'information au ministère du Plan. Vous êtes ancienne chef de la division de développement technologie au ministère de l'Éducation nationale et vous êtes auteur prolifique, plusieurs articles, publications, rapports et ouvrages. Marhaba, Ilham, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci à On- l'Institut CDG. Merci. On retrouve Madame Gmira. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, ça y est, les problèmes de connexion, c'est réglé. Donc Euh, apparemment. on- je le souhaite jusqu'à la fin du webinaire. Ah, ben vous savez, vous êtes experte, hein, donc vous allez vous arranger pour rester avec nous du début à la fin. Vous êtes PhD, vous êtes experte en stratégie d'intelligence artificielle auprès des Nations Unies. Vous êtes diplômée de Polytechnique Montréal, en plus d'une maîtrise en maths, en mathématiques et génie industriel, et vous avez un PhD en intelligence artificielle. Vous avez conduit plusieurs projets continentaux, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et vous êtes directrice de l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle à l'université Euromède de Fès. Et vous êtes titulaire de la chaire ICESCO UEMF, Femmes en sciences, intelligence artificielle et futur, qui promeut l'intelligence artificielle auprès des filles et des femmes. Merci, mesdames. Merci, messieurs, d'être avec nous. Donc, on a un serial entrepreneur et des serial docteurs. C'est bien pour parler de ce pari du digital dans l'éducation. Merci encore une fois à vous d'être avec nous. Alors, question groupée, question introductive pour tout le monde. Et je commence avec vous, si Ismaël Boukili. Est-ce qu'on peut considérer que la digitalisation de l'enseignement est la panacée aux problèmes qui se posent dans ces domaines et dans l'enseignement en particulier? Et si oui, si c'est la panacée, la digitalisation, en quoi peut-elle gommer les défaillances ou manquements ou encore insuffisances du passé? Mais d'une manière extrêmement synthétique et globale, on entrera dans le détail dans le webinaire. À vous la parole, Ismaël. Si vous les gens qui travaillent dans le monde de l'enseignement me connaissent parce que j'ai une particularité, c'est que je suis totalement à cheval entre l'enseignement, les méthodes pédagogiques les plus poussées et aussi les nouvelles technologies de l'information. Et cela dure depuis 18 ans. Parce que ça fait 18 ans que nous mettons en œuvre des concepts, des réflexions, des idées les plus challenging, des idées les plus innovantes au service de nos élèves. Pourquoi? Parce que je suis un opérateur privé opérant dans le secteur de l'enseignement et nous avons besoin d'être chaque année la meilleure version de nous-mêmes. Parce que l'apprenant, l'élève change et évolue et son exigence évolue et nous avons besoin d'être au rendez-vous de ces exigences. Ça fait 18 ans que nous mettons en œuvre toutes sortes d'idées et aujourd'hui, je prône un principe qui, ma foi, est très payant parce que nous le mettons en pratique depuis des années et cela donne des résultats bluffants. C'est le concept de la classe inversée. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard pendant le webinaire.
Merci à vous aussi, Ismaël. Madame Ilham Laziz, je vais simplement vous demander de parler un peu fort. Il y aurait pas, il semblerait qu'il y ait un problème de son. Le temps de l'arranger, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. À vous, Madame Laziz. Donc, toujours la même question, digitalisation panacée ou pas, et en quoi elle peut permettre de remédier un peu aux problèmes passés, aux défaillances, aux manquements passés. Tout d'abord, avant de parler de régler les difficultés, j'aimerais juste poser un postulat, c'est que les compétences et la culture numérique doivent faire partie du socle numérique de base pour tous les élèves. Aujourd'hui, regardez autour de vous, les outils technologiques sont là, à la maison, au travail, dans la rue, et on ne peut pas imaginer un citoyen comme vous l'avez rappelé, qui ne maîtrisent pas ces outils. Au niveau du ministère, et pour remédier aux inégalités, on a travaillé depuis 2005, depuis l'avènement du programme Génie, à doter les établissements scolaires d'un socle numérique de base qui combine à la fois l'équipement, la connexion, l'usage raisonné d'Internet, mais surtout la formation des enseignants, parce que l'acte d'enseignement est assez complexe. L'améliorer avec l'introduction du numérique est une volonté forte du ministère, à la fois, comme je l'ai dit, pour donner les compétences numériques aux élèves, mais pour supporter aussi les apprentissages avec la mise à disposition de ressources éducatives online et en offline, parce que c'est la réalité de nos établissements scolaires. Bien qu'ils soient connectés, on ne peut pas imaginer un apprentissage avec beaucoup de ressources qui sont très consommatrices d'Internet être totalement en ligne. Et la capacité qu'a le ministère d'offrir ces ressources à la fois au niveau des établissements et aussi au niveau des domiciles pour les jeunes, se fait aussi parce qu'on a la possibilité d'offrir ces ressources en zéro rating grâce à l'appui de l'ANFT et des opérateurs télécoms. Toutes les ressources produites par le ministère sont mises à disposition gracieusement, bien sûr, mais surtout, elles sont accessibles sans connexion Internet. Il faut avoir, bien sûr, une adresse IP, mais sans avoir à payer la data. Et je termine par dire que le plus important, c'est le développement des usages. Parce qu'une fois que vous avez équipé, formé, mais mis du contenu, la transformation pédagogique, je l'ai rappelé, elle est complexe et il faut absolument accompagner les usages au niveau des enseignants. Merci. Quand vous parlez de volonté incontournable du ministère, c'est aussi pour une volonté forte, aussi pour une nécessité incontournable, d'après ce que je commence à comprendre. Madame Mahag Mira, même question pour vous. Oui, je pense que le digital est le premier socle qui devrait être installé pour l'amélioration du système d'éducation en général. Mais au fait, le digital ne devrait pas être vu seulement comme un outil, mais en soi un apprentissage. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit intrinsèque au système d'éducation, le fait d'utiliser les outils digitaux, de sensibiliser à l'utilisation des outils digitaux, parce qu'il y a également un apprentissage à faire contre le harcèlement, par exemple, l'addiction. Donc, je pense que de manière générale, l'intelligence artificielle, les outils du digital, tout ça, c'est des outils, mais en même temps des apprentissages en soi. Et je pense qu'avant de les mettre en pratique comme outils d'apprentissage, il faut les apprendre. Il faut sensibiliser les étudiants. Souvent, on se rend compte que pour avoir fait l'expérience moi-même dans les jeunes classes, mais également au niveau de l'enseignement supérieur, on pense maîtriser ces outils-là, mais finalement, on échappe beaucoup à la notion de responsabilité, à la notion de réglementation, la confidentialité des données, les risques associés à l'utilisation de ces outils. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable, que ce soit en mode apprentissage ou en outil d'apprentissage. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, donc peut-être pour un second tour de questions. Vous savez, quand vous parlez, Madame Guéla, de harcèlement, d'addiction, responsabilité, la réglementation, ça m'évoque un peu dans ma tête l'automobile.
en elle-même, elle est responsable de rien. Mais bon, bah, quand elle n'est pas utilisée comme elle le doit, forcément, il y a toujours des dérapages. Et je crois que quand vous parlez de sensibilisation, effectivement, il faut passer par là, mais les avantages sont indéniables. Merci à vous. C'est Mounir Roro, professeur Roro. Oui, c'est Aziz, comme a été évoqué par les collègues, le numérique est incontournable aujourd'hui. Il est tout simplement impensable de, de concevoir l'éducation aujourd'hui sans l'intégration du numérique. Euh, En fait, l'école doit être à l'avant-garde de l'utilisation des technologies numériques pour promouvoir l'enthousiasme chez les enfants et la motivation d'apprendre. Autrefois, les enfants de mon âge ont rêvé d'avoir un grand tableau noir à la maison au lieu d'une petite ardoise. Euh, et aujourd'hui, on voit que la technologie qui est disponible à la maison, elle est plus avancée que celle qu'on a à l'école. Euh, et, euh, et puis, c'est cette même école qui est censée jouer le rôle d'égalisateur à l'accès à l'information, à la technologie. Et en même temps, elle doit jouer aussi le rôle de garde-fou contre les méfaits de la technologie. Mm. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que le digital va gommer euh, les, euh, les problèmes du numérique? Ben, il faut revenir au nouveau modèle de développement qui a fait un certain nombre de recommandations pertinentes, dont le numérique. Mais il ne faut pas perdre en vue les autres recommandations. Il faut jouer sur plusieurs fronts pour essayer de sortir de la crise. Pour le numérique, effectivement, les recherches et les études expérimentales ont montré que le numérique peut booster la motivation, l'engagement et par conséquent l'apprentissage chez les élèves s'il est bien entendu bien réfléchi et bien déployé. Donc le numérique peut jouer aussi un rôle d'accélérateur de la réforme de l'éducation, de rattraper le retard accumulé dans les apprentissages, ainsi de suite. Donc pour moi, le numérique, c'est une belle opportunité pour les enseignants et pour les élèves en classe et en dehors de la classe. Et puis enfin, il y a un aspect qui me tient à cœur, c'est l'accès au tutorat personnalisé pour tout le monde. C'est la démocratisation à l'accès au tutorat personnalisé. Là, il y a pas mal d'outils qui sont gratuits, qui permettent cela. Et là, pour moi, c'est on dit en anglais, game changer. Euh, Si on voit par exemple ce que propose Khan Academy avec le chatbot Khanigo, qui est c'est un chatbot tuteur personnalisé. Bien sûr, c'est une initiative internationale. Il faut encourager aussi les initiatives locales qui utilisent le Darija, ainsi de suite. On reviendra sur le détail plus tard. Merci, merci, professeur Roro. Alors, on signale que le son est mauvais. Il y a toute une équipe derrière qui est en train d'y travailler. Bien entendu, je ne vais pas vous le dire quand ça va être solutionné, mais bon, ça va l'être. Ce qui est assez curieux et étrange, ben, c'est les vicissitudes de la vie. Avoir un son pas excellent pour un séminaire, pour un webinaire sur la digitalisation. Donc, voilà, ça montre un peu les problèmes. Mais bon, il est comme quoi tout est faillible et que tout est arrangeable aussi. Mais bon, pour l'enregistrement, ce sera plus tard, ça sera bien entendu arrangé. Mais j'espère que ça sera fait aussi dans quelques minutes. Alors, on démarre. Encore une fois, je vais encore vous pousser un petit peu à parler un peu plus fort, comme je suis en train de le faire maintenant, en essayant enfin, en espérant que ça va être arrangé rapidement. Alors, Ismaël Boukeli, votre définition de la digitalisation de l'enseignement et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes spécialisé dans le soutien scolaire à l'ère de la digitalisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce soutien scolaire? Définition et soutien. Alors, En je vais 5 minutes, c'est un challenge. faire plaisir à Maha qui a fait des mathématiques de haut niveau apparemment. Je vais commencer par dire ce que n'est pas la digitalisation. Et puis après, on va essayer de trouver Oui. ensemble une définition. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un ordinateur, un téléphone, une tablette, ça, c'est des outils. On est bien d'accord? C'est ce que moi j'appelle de la quincaillerie. Demain, on invente autre chose pour montrer des éléments sur un écran ou autre, et on n'a plus besoin d'un ordinateur. Donc la digitalisation, selon moi, ce ne sont pas des outils. La digitalisation, ce n'est pas mettre en vidéo ou en éléments digitaux un contenu. C'est pas ça pour moi, la digitalisation. C'est beaucoup plus gros et beaucoup plus fort que ça. Pour moi, la digitalisation, c'est repenser l'enseignement complètement et fondamentalement pour le rendre plus accessible à tout le monde, à toute distance et à tout le monde. C'est ce qu'on dit, l'Arabia, on dit film briti ou faqash briti.
Film Briti, Fokash Mabriti, c'est ça notre devise aujourd'hui. Et je rejoins Madame Liaziz tout à l'heure qui parlait de ça. Donc, toutes les problématiques du ministère de l'Éducation nationale dans tous les pays du monde, à savoir les quatre murs, le tableau, l'accès, la distance, les zones enclavées, pour moi, ça a de très, très grandes chances d'être réglé grâce à la digitalisation. Donc, messieurs, dames, on est d'accord, la digitalisation, ce ne sont pas des outils, ni de la quincaillerie, ni une posture à avoir. C'est une approche politique globale. Et même l'accès à la connexion n'est pas la digitalisation. Pour moi, c'est un outil. Donc, la digitalisation, c'est une remise en question fondamentale de l'approche pédagogique. Et nous devons essayer d'interroger le concept même d'un enseignant face à une classe entre quatre murs pendant un espace-temps. Et le fait d'interroger ça, c'est ça pour moi la digitalisation. Donc en même temps, nous connaissons tous très bien les limites de l'approche qui consiste à dire, si je mets tout le contenu dans un ordinateur, c'est digitalisé. Moi, j'ai vu des centaines d'élèves arriver chez nous à Bookmania avec des ordinateurs où ils avaient, où leur établissement avait tout digitalisé. Je peux vous dire, comme je suis un homme de terrain et je suis professeur de maths depuis plus de 20 ans, que c'est une catastrophe. C'est peut-être le meilleur moyen pour rendre les choses encore plus compliquées pour l'apprenant. Donc, vous allez me dire, ben, c'est quoi la digitalisation? Ben, la digitalisation, pour moi, c'est une approche holistique qui est fondamentalement différente. C'est une révolution de l'enseignement et ce n'est pas une mise en maquillage. C'est une révolution même du principe même de l'unité de temps et de l'espace, un enseignant, un tableau, une classe. Et c'est là où je rejoins monsieur juste avant qui parlait de la Khan Academy, on en parlera tout à l'heure. C'est totalement autre chose. C'est comment partager des savoirs académiques avec le plus grand nombre, indépendamment du lieu, et même avec la même qualité et la même efficacité. La digitalisation qui ne questionne pas le principe même de l'école n'est pour moi pas une digitalisation. C'est le maquillage de l'approche classique qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on peut apprendre tout ce qu'on veut à n'importe quel moment et partout où on est. Et pour moi, c'est ça la digitalisation. Vous allez me dire, si vous Kili, peut-être que ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'école ne sert à rien. Absolument pas, ce n'est pas du tout ce que je dis. L'école remplit une fonction tellement importante, c'est une fonction citoyenne, une fonction nationale, mais tout cela doit être rempli d'une manière différente, fondamentalement différente. La digitalisation, pour moi, c'est l'école autrement. Donc méfions-nous, s'il vous plaît, des outils. Les outils changent tout le temps. Et pendant l'heure où on est en train de parler, de débattre, les outils ont peut-être déjà évolué, mais le contenu, l'approche, la réflexion qu'on est en train d'avoir, la vision, elle doit fixer le cap et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Merci, Ismaël. Alors pour vous, la digitalisation, en deux mots, en trois mots exactement, c'est l'école autrement, comme vous dites, Madame Ilham Laziz. Ismaël Boukini nous dit que ce n'est pas uniquement des outils ou de la quincaillerie, la digitalisation, mais que ça doit être inscrit dans une approche globale, dans une approche holistique et une approche politique et publique globale. Alors vous êtes au ministère, vous êtes la directrice du programme Génie. Comment la technologie est-elle inscrite dans la feuille de route du ministère pour la période 22-26? Alors, je rejoins Sylvain Bokili quand il désigne tout le matériel informatique par quincaillerie. Euh, et c'est vrai, bien que le coût est extrêmement élevé de cette quincaillerie et que sans ces outils, la transformation ne peut pas se faire, mais c'est vrai qu'elle est d'abord, la transformation numérique, elle est au cœur du processus pour atteindre les citoyens que sont à la fois l'enseignant, le directeur, l'élève et la feuille de route 22-26. Si vous permettez, je vais la rappeler rapidement. Elle est composée de quatre grands espaces. D'abord, trois objectifs stratégiques. La maîtrise des apprentissages fondamentaux, et ça, on le sait, ça a été dit dans plusieurs rapports, la maîtrise du calcul, la maîtrise des langues, la maîtrise aussi du numérique et comment le numérique peut aider à ces fondamentaux, l'accès aux activités parascolaires, la réduction de la déperdition scolaire pour arrêter de perdre des élèves en cours de route, avec trois axes d'intervention autour de l'établissement scolaire par l'enseignant et pour l'élève, 12 engagements et des conditions de réussite qui sont connues par n'importe quel responsable à la fois institutionnel ou d'entreprise, une bonne gouvernance, un engagement des acteurs et des financements. Alors, comment le numérique a été intégré dans cette feuille de route? D'abord, il est disponible à travers trois engagements, le 2, le 7 et le 9, je ne vais pas les lire,
mais je vais rappeler que ces trois engagements sont là pour assurer le triptyque formation des enseignants, équipement, connexion, accès aux ressources, pour appuyer l'acte pédagogique, pour améliorer ou renforcer les apprentissages, avec un enseignant qui est au cœur du processus. Cécile Boukili l'a rappelé, la classe inversée, c'est sûr que pour des élèves qui ont du matériel chez eux, qui ont une curiosité, qui sont capables de voir les concepts avant d'aller à l'école, c'est génial. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, l'enseignant sera toujours présent pour assurer ce lien avec les apprentissages, et pas que pour ce lien, mais aussi pour la construction de l'homme en devenir, parce que l'enseignant, il est là aussi pour toutes les compétences de vie, pour la vie ensemble, pour que ces enfants qui peuvent être jusqu'à 40 en classe puissent apprendre à vivre, à devenir des citoyens avec des compétences bien sûr de base et des compétences numériques, mais surtout des compétences citoyennes qui en feront demain un véritable acteur dans notre société. Et là, je relis deux autres engagements majeurs qui visent une école bienveillante, une formation de qualité et surtout un climat sécure que je relie au numérique. Nous sommes au mois de novembre et nous venons de célébrer la journée internationale de lutte contre le cyberharcèlement. Et j'aimerais rappeler que le ministère, depuis l'avènement de l'intégration du numérique dans les apprentissages et l'accès à Internet, a toujours veillé à former les enseignants au bon usage d'Internet. Tout à l'heure, Sébastien, vous avez parlé d'automobile, moi je vais parler de la route. Internet, c'est comme une route, il faut apprendre à la traverser, il y a du bon, il y a du mauvais. Et notre responsabilité au ministère, c'est de donner les outils aux élèves, aux enseignants pour savoir la traverser. Avec l'avènement des réseaux sociaux, malheureusement, le cyberharcèlement a été encore plus présent. Il nourrit la violence en milieu scolaire et c'est vice-versa. Et non seulement nous avons célébré cette journée internationale, mais nous travaillons à mettre en place dans les établissements scolaires, au niveau du collège surtout, où le cyberharcèlement atteint un maximum vraiment de violence envers les élèves, à avoir des équipes formées pour détecter la violence au milieu scolaire, le cyberharcèlement, pour travailler avec. Nous ne sommes pas seuls au ministère, on est dans le cadre du comité de Sahel au niveau de la DDA. Chacun Là, on n'entend plus rien. des élèves et les citoyens au niveau des établissements scolaires et à l'extérieur. Merci. Mais là, il y a vraiment un problème de son, puisqu'on vous a perdu quelques secondes, Madame Aziz. Mais bon, est-ce que vous m'entendez quand je parle? Excellent. Excellent. Ben, j'espère que ça va être la même chose aussi pour les internautes, parce que pour une petite plage de quelques microsecondes, on vous a perdu. Mais enfin, bon, on a capté ce que vous avez dit. Alors, pour vous, l'enseignant est au cœur du processus. Forcément, quand il y a des innovations, des inventions, encore une fois, que ce soit la route ou la voiture ou l'avion, il y a toujours, et là on parle des jeunes surtout, et on sait comment ça se passe au niveau des jeunes, il y a toujours les excès. Donc, je vois que le cyberharcèlement revient toujours, que l'addiction revient toujours. Et là, il y a une question de sensibilisation et donc de reconsidération du paradigme entier. Madame Gmela, justement, j'en arrive à vous. Si on considère que l'enseignement est à prendre selon ces deux déclinaisons, qui sont celles de l'enseignement classique tel qu'on le connaît, plus la recherche, comment on peut repenser le paradigme de l'enseignement supérieur, d'une manière globale, holistique, à l'aune de l'intelligence artificielle. Comment faire en sorte que cet enseignement soit différent avec des moyens différents et des outils différents? Alors, merci, mais je vais d'abord, je rejoins complètement Sibokili quand il définit la digitalisation, ou du moins ce qu'elle n'est pas. C'est vraiment ce que moi exactement j'explique depuis quelques années. Souvent, ayant pratiqué de l'ingénierie en entreprise, on commençait à parler dans les années 2013-2014 de digitalisation et les gens pensaient naïvement qu'il suffisait de remplacer un formulaire papier par un formulaire sur ordinateur. Et c'est ça, digitaliser, c'est-à-dire paperless, enlever un peu la politique du papier.
Et au fait, les entreprises qui ont fait ça, les structures qui ont fait ça, ont vite compris que ce n'était pas ça la digitalisation. Parce que exactement, Sibokide l'a très bien expliqué, c'est vraiment repenser l'ensemble des process. Je vous donne un exemple très simple. On a deux formulaires papier qu'on utilisait pour faire telle demande. Mais au fait, s'il suffit si on se contente de remplacer ces deux formulaires par des formulaires en ligne, ça ne règle pas le problème. Ça enlève peut-être le papier. Par contre, si on repense l'ensemble du process, on va certainement se rendre compte que telle information est recoupée dans plusieurs bases de données, que finalement, on n'a pas besoin d'avoir tel champ dans ce formulaire-là, que finalement, le chemin séquentiel qui était suivi n'est plus intéressant, qu'il faudrait revoir les choses peut-être de manière parallèle. Et donc, en fait, c'est vraiment repenser l'ensemble des process quand on sait qu'on veut digitaliser. Ce n'est pas un travail simple, c'est un travail de fond qui doit être fait. Si on trouve ça difficile en entreprise, imaginez-vous bien que dans le système d'éducation ou d'enseignement supérieur, ça va l'être exponentiellement davantage. Donc, ça, c'est pour revenir sur la partie digitalisation. Alors, ma vision de la transformation du système d'éducation de l'enseignement supérieur à l'aune de l'IA, je vais parler de mon expertise, donc l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative, parce que ça, aujourd'hui, c'est un incontournable. Alors, moi, je prône une approche systémique. Autrement dit, si on pense que réformer l'étudiant seulement est une bonne chose ou un bon début, c'est faux. La transformation ne va pas réussir. Et si on pense au système d'éducation, d'enseignement supérieur de manière générale, on pense à trois éléments. Il y a l'apprenant, il y a le formateur, l'enseignant, l'éducateur, et il y a l'écosystème entourant qui est les parents, l'institution, l'école, l'environnement. Donc ça, c'est l'écosystème. Donc si on prend le premier, et ce n'est pas par ordre d'importance, mais si on prend le plus jeune, qui est donc l'apprenant. Alors l'apprenant, il doit savoir, comment on l'a dit en préambule, il doit savoir comment utiliser les outils, c'est quoi l'IA, c'est quoi par exemple, il y a d'autres outils, ChatGPT, c'est quoi, quelles sont ses limites, comment prompter, comment interagir, comment éviter le plagiat lorsqu'on fait de la recherche scientifique, comment éviter de mettre des choses sensibles parce qu'on prévoit de les breveter ou de publier un article scientifique, comment comprendre il faut comprendre les limites de ces outils-là parce qu'ils en ont. Et donc voilà, l'éthique derrière, etc. Donc, une fois d'abord, on apprend. Moi, je pense qu'il faut d'abord apprendre à les utiliser, apprendre comment ça marche. Donc, ça, c'est l'apprenant. Et ensuite, bien sûr, les utiliser dans le cadre d'un système d'éducation qui, comme un peu la digitalisation, et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de ça, c'est pas juste utiliser ChatGPT, c'est utiliser ChatGPT dans un devoir, par exemple, qui n'est pas un devoir classique, autrement dit, calculer l'intégrale triple pour calculer un volume. Ça, on demande à ChatGPT, en quelques secondes, on a la réponse. Donc, j'arrive au deuxième pilier du système, qui est le professeur, le formateur, l'éducateur. S'il se contente de poser cette question comme ça, sachant qu'on a fourni tous les outils et que l'étudiant sait utiliser les outils d'IA générative, par exemple, alors ça lui prendra quelques secondes et il ne saura jamais ce que c'est qu'une intégrale triple ou comment la calculer, vu qu'il a la réponse rapidement. Donc, le formateur, il doit repenser la manière de poser de faire apprendre son cours, mais surtout de poser les questions, les devoirs, les travaux en groupe et les examens. Pour cela, bien évidemment, c'est une suite logique, il faut qu'il soit lui-même sensibilisé à ces outils. Quand on a eu son bac, son PhD ou peu importe ses diplômes il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, même 10 ans, c'est difficile de suivre le rythme de la technologie qui évolue très rapidement. Donc, autrement dit, les structures de ces enseignants-là leur doivent une formation dans ces outils-là. Ça, c'est la première chose. Et de la même manière, quelles sont les limites, comment les utiliser, mais d'un point de vue pédagogique. Par la suite, il faut qu'il fasse un travail lui-même ou en groupe, en petits groupes,
selon la discipline, pour updater l'ensemble de son kit pédagogique pour qu'il puisse justement, alors je reviens à cet exemple de l'intégrale triple. Donc aujourd'hui, il faut plus qu'il n'est pas envisageable qu'il pose la question de cette manière-là. Autrement, il peut, tout en voulant développer tout ce qui est soft skills, power skills, c'est-à-dire poser un problème global, demander à faire une revue de littérature, à faire une recherche en amont, l'approche par problème, résolution, au lieu d'être résolution orienté résolution, il faut être orienté plutôt méthodologie, comment trouver l'information, où la trouver. Et donc, finalement, la contextualisation devient beaucoup plus importante que le simple calcul de l'intégrale triple. Donc ça, c'est un peu un exemple pour schématiser tout ça. Et ouais, vous allez me dire, mais le troisième pilier alors, j'y viens. Alors le troisième pilier, c'est ce que moi j'appelle l'écosystème. Et par écosystème, je parle de l'écosystème entrepreneurial. Quand on est à l'université, on peut avoir une bonne idée quand on est à la première année de la licence. Donc, en fait, cet écosystème doit être également connecté à cet environnement-là, donc de l'apprenant et de l'éducateur. Je parle également des parents. Et donc, je sais qu'il y a un excellent travail qui est fait par Madame Laziz dans ce contexte-là. Donc, effectivement, aussi sensibiliser l'ensemble de l'écosystème entourant, donc par rapport au harcèlement, mais également par rapport à trouver l'information. Les parents, parfois, ont besoin du suivi, d'avoir le suivi de leurs enfants. Ça, l'IA aujourd'hui, professeur Oro en a parlé, l'apprentissage adapté ou adaptatif. Donc, aujourd'hui, les parents ont un moyen, grâce aux outils d'IA dans l'enseignement, de suivre l'évolution de leurs enfants et d'adapter les questions, les devoirs à la maison par rapport à leur niveau. Si on a 30 étudiants en classe, l'IA aujourd'hui permet de générer 30 devoirs différents selon le niveau de chaque étudiant. Et au fait, ça, c'est incroyable. Et finalement, on récompense l'étudiant pour son évolution propre plutôt que l'atteinte d'un objectif qui est fixé par le prof ou par le système pédagogique en début d'année. Donc voilà, les parents, l'écosystème en général. Donc quand on est dans une université, on cherche un travail après une licence ou un master, on a envie que le marché du travail soit connecté à l'école ou à l'université pour savoir quels sont les profils, cibler les profils pour un emploi. Et donc même le milieu socio-économique devrait faire partie de cette grande équation. Donc certainement que j'oublie d'autres intervenants dans le troisième pilier qui est l'écosystème, mais je pense que l'idée est là. Alors je parle de l'enseignement, mais la recherche, je pense que j'en ai parlé en filigrane. La recherche aujourd'hui, il n'y a pas de réponse parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays dans le monde sont en train d'évaluer leur système d'éducation. Il n'y a pas un pays qui peut aujourd'hui se vanter d'avoir trouvé la solution à l'ère de l'IA générative. Mais par contre, beaucoup de pays ont avancé sur cette question avec des essais, avec des approches d'essais-erreurs, de correction. Mais il faut mettre le pied à l'étrier ou la main à l'étrier. Il faut en tout cas commencer quelque part parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire fi de cette révolution technologique, de faire fi de l'IA générative et de l'IA en général dans nos systèmes d'éducation. Voilà. Merci, Madame Guyana. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Je vous ai laissé sur votre lancée. Je voyais la passion s'exprimer. Bon, les connaissances aussi, on ne pouvait pas bloquer, même si, encore une fois, et encore une fois, nos excuses pour le son. Alors, vous savez, aux grands mots, les grands moyens, parmi les solutions, c'est de tout arrêter et de recommencer. Mais c'est assez curieux, encore une fois, pour un webinaire sur la digitalisation. Il faut que la digitalisation aide à régler le problème du numérique. On verra bien. Madame Mira, quand vous parlez, vous ramenez tout vous ramenez en grande partie la problématique à l'apprenant. Vous savez, ça c'est comme pour c'est comme pour quand vous parlez de triple intégrale. Personnellement, je n'ai jamais été fort là-dedans, donc ça m'a toujours effrayé. Mais peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, comme on voit que les notions, que le concept, que les approches en matière de culture, en matière de connaissances ont changé avec ChatGPT et plus avant avec Internet, peut-être que l'apprentissage des maths aussi changerait. Vous l'avez dit en parlant d'une intelligence qui pourrait créer 30 devoirs pour chacun, pour chaque élève, pour chaque apprenant, si j'ai bien compris, ce qui retire un peu au corpus d'enseignement son âme de classement, de comparaison avec
les autres. Donc, on est dans un changement total, complètement différent. Et là, ça implique effectivement les étudiants, les professeurs, mais aussi les étudiants. Alors, si, professeur Roro, cette mobilisation, cet engagement des étudiants pose problème. Leur manière d'appréhender ces nouvelles technologies, leur manière de les utiliser, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Donc, comment l'intelligence artificielle, comment le numérique pourrait-il encourager donc les étudiants à se montrer plus engagés, plus mobilisés et les conduire à garder leur attention. Parce que c'est vrai que quand on est dans une salle de classe, bon ben, on le sait, c'est tout le monde qui est sur son téléphone à faire peut-être pas vraiment ce qu'il faut qu'il fasse sur son smart, mais en train de discuter avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Comment cette intelligence artificielle peut-elle aider donc les étudiants, les apprenants à rester mobilisés, à en faire, à utiliser ces nouvelles technologies dans le positif? Oui, c'est Aziz, la motivation est cruciale. Moi, je vois qu'il y a le fond du problème, c'est un problème de motivation. On sait très bien que sans motivation, il n'y a pas d'engagement. Et s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'apprentissage. Et là, ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. On peut avoir un élève motivé, bien que la motivation lui donne une capacité d'adaptation plus importante, peut ne pas arriver à être engagé dans une activité pédagogique mal conçue. Et de la même manière, un élève engagé, ceci n'est pas synonyme d'apprentissage si l'approche didactique, pédagogique n'est pas adaptée. Donc cette question de la motivation, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est une question qui a fait l'objet de 35-45 années de recherche scientifique dans le domaine des sciences de l'éducation, de la psychologie d'apprentissage et dans le domaine, dans le contexte de l'usage du numérique, il y a relativement peu d'études, mais c'est un champ d'études très actif. Alors, selon les psychologues, il y a deux formes de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, c'est celle qui émane de l'intérieur de l'individu, celle qui donne du plaisir et de la satisfaction dans l'acte d'apprendre. La deuxième forme de motivation, c'est la motivation extrinsèque, celle qui provient de facteurs externes tels que les récompenses, les notes, les punitions, les pressions sociales. Donc, ce qu'il faut cultiver, c'est la motivation intrinsèque, parce que c'est celle qui permet un engagement plus profond et un apprentissage durable. Ça ne veut pas dire que la motivation extrinsèque n'est pas utile. Elle peut être utilisée de manière positive pour aider les élèves à atteindre des objectifs spécifiques. Et ce que je remarque, moi, c'est que malheureusement, l'école ne cultive pas la motivation intrinsèque. Pas seulement aujourd'hui, je pense que ça a toujours été le cas. Il y avait toujours que la motivation extrinsèque qui motivait les élèves. Et en fait, l'école, moi, comment je vois les choses, c'est qu'au lieu de stimuler cette motivation intrinsèque, donner le plaisir d'apprendre, et même de conserver, parce que le goût inné d'apprendre est là, c'est quelque chose d'inné chez l'enfant. Ben, on le tue parce qu'on ne prend pas en compte les découvertes en sciences de l'éducation, parce qu'on a découvert pas mal de choses en neurosciences, en psychologie de l'apprentissage, et on continue à enseigner de la même façon. Et je dirais même que la motivation extrinsèque est en train de s'affaiblir. Ça, c'est un autre sujet. C'est un problème socioculturel. Comment est-ce que l'école est perçue aujourd'hui comme est-ce qu'elle est toujours un ascenseur social? Peut-être parce qu'on met trop en avant les réussites qui ne passent pas par l'école. En tout cas, j'ai l'impression que même la motivation extrinsèque est en train de s'affaiblir. Et donc, pour favoriser cette motivation intrinsèque, encore une fois, les psychologues ont développé pas mal de théories. Il y a une théorie qui est très bien utilisée, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est une approche psychologique qui explore la motivation intrinsèque qui repose sur la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux chez l'individu. Et ça, on l'a appliqué, enfin les psychologues ont appliqué ceci sur les apprentissages. Et ça repose sur trois besoins. Le premier besoin, c'est le besoin de l'autonomie, le besoin d'avoir un certain degré de contrôle sur ses actions et ses choix. Et le numérique favorise cela à travers la personnalisation, l'adaptation de l'apprentissage et aussi l'apprentissage à son rythme. Ça, c'est le premier besoin, le besoin de l'autonomie. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétences.
il faut se sentir capable dans la tâche pédagogique. Et ceci donne un sens de fierté et de confiance en soi. Comme disait Freinet, un pédagogue dans les années 80, c'est pas seulement il faut être motivé pour réussir, mais il faut réussir pour être motivé. Et là, on a des enfants qui s'installent dans l'échec, qui arrivent au collège et qui leur besoin de compétences n'est pas satisfait. Et puis après, ils décrochent, ils quittent. Il y a l'approche de teaching at the right level qui est entreprise par le ministère, me semble pertinente. Donc le numérique peut aider justement dans ce sens, parce que ça permet de donner un feedback immédiat. Il adapte la difficulté au niveau de l'étudiant. L'étudiant peut évaluer sa progression pour comprendre ses forces et ses domaines d'amélioration, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième besoin. Le troisième besoin, c'est le besoin de relation, de connexion avec les autres. Et ça, le numérique, une fois, les plateformes numériques facilitent le travail en groupe, la collaboration, la communication entre les étudiants, les enseignants et les pairs. Et donc, encore une fois, le numérique ici favorise un sentiment de relation sociale et de connexion, par conséquent, répond à ce besoin. Et c'est d'ailleurs les éditeurs de jeux vidéo et de médias sociaux, ils utilisent cette théorie de la motivation pour capter l'attention des étudiants et les inciter à rester engagés de manière addictive. Et puis après, on s'étonne, parce que l'école n'a pas joué son rôle. Heureusement, maintenant, les solutions éducatives commencent aussi, celles qui sont très avancées, utilisent justement ces théories de la motivation pour aider les étudiants dans les apprentissages. Après, quand on parle de motivation, les mécanismes qu'on peut mettre en place diffèrent d'un niveau scolaire à un autre. Ce qu'on peut utiliser dans le primaire est différent de ce qu'on peut utiliser dans le collège, au lycée et l'université. Par exemple, dans le primaire, on va plutôt favoriser les jeux éducatifs interactifs et les plateformes qu'on appelle gamifiées pour favoriser l'enthousiasme et l'amour de l'apprentissage chez l'enfant. Le lycée, le collège, c'est plutôt utiliser les présentations multimédia pour garder l'attention de l'étudiant, utiliser les outils de collaboration en ligne, et puis utiliser des laboratoires virtuels et simulations pour offrir des expériences pratiques pour rendre l'apprentissage plus excitant et concret. À l'université, ce sont les plateformes d'apprentissage en ligne, la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour créer des expériences d'apprentissage immersives, rendant les sujets complexes plus accessibles. Et il ne faut pas oublier, je parle du numérique, mais il ne faut pas oublier le rôle de l'enseignant dans la motivation. C'est un rôle crucial. Un enseignant bienveillant crée un lien avec les élèves et utilise son intelligence émotionnelle pour motiver. On reviendra justement à l'enseignant en deuxième partie à ces modèles. On reviendra à l'enseignant justement. Et, Oui, allez-y. oui, donc je disais que la machine ne peut pas rivaliser avec cela. Moi, ce que je dis, c'est que l'enseignant peut s'appuyer sur le numérique justement pour cultiver la motivation et le plaisir d'apprendre chez chaque élève. Et j'ai fini par dire que pour avoir vraiment une renaissance de l'éducation au Maroc, il faut cultiver cette motivation intrinsèque d'apprendre à l'école et en dehors de l'école. Merci à vous, professeur Roro. Donc, oui, je retiens que le message central, finalement, c'est la motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque. Extrinsèque venant des enseignants, on en parlera maintenant, mais la motivation intrinsèque relève de l'apprenant. Et apparemment, l'école ne semble pas être véritablement là pour favoriser cette motivation intrinsèque, si j'ai bien compris. Alors, justement, c'est Ismaël Boukili, quels sont les facteurs qui permettent à l'école marocaine de réussir ce tournant de la digitalisation? Que dire du soutien scolaire? Est-ce que les deux ne peuvent pas intervenir ou contribuer à améliorer ce besoin enfin, cette motivation intrinsèque dont parlait le professeur Roux? Où en est l'école? Quels sont les facteurs donc, qui peuvent permettre à l'école de réussir cette digitalisation? Et en quoi le soutien scolaire peut-il aider l'apprenant à aller vers le besoin d'apprendre, vers la volonté d'apprendre, l'envie d'apprendre?
Alors, Monsieur Roro, moi je suis à 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour répondre à votre question, si vous savez, pour dire, vous me posiez la question de dire que dire du soutien scolaire à l'ère de la digitalisation. Vous savez, nous, on est des spécialistes du soutien scolaire et comme je vous disais en début de webinaire, ça fait 18 ans qu'on a commencé par la démarche classique et nous sommes aujourd'hui dans une démarche totalement différente. Sans avoir jamais évoqué la digitalisation ou le concept de la classe inversée, en fait, nos cours visent d'abord à capter l'attention de l'élève, et c'est là où je reçois M. Roro, du début à la fin. Ça, c'est très important. C'est de faire de l'élève un élève meilleur. D'accord? Et ce n'est pas seulement dans une matière, c'est dans toutes les matières, et on est là pour mieux les servir, à mieux les écouter, mais surtout à les embarquer. Et donc aujourd'hui, ça fait 18 ans que nous sommes les spécialistes de ça, et ça fait 18 ans que nous accompagnons des élèves de toute classe, toute catégorie, toute ambition, et nous assistons à leur réussite au bac, non pas comme un aboutissement, mais comme un début. Parce que c'est à ça qu'on les prépare. On les prépare au monde de demain. Et aujourd'hui, nous passons à la digitalisation, et nous avons commencé il y a des années à préparer ce que nous sommes en train de mettre sur le marché aujourd'hui. Ne croyez pas que ça date d'hier, c'est le fruit d'une réflexion qui date de 18 ans pour dire comment est-ce qu'on peut garder le socle du soutien scolaire originel et, et l'élève devant nous. Et aujourd'hui, notre métier a complètement changé. C'est là où je rejoins M. Roro. C'est du coaching à outrance. Je n'ai pas à soutenir l'élève, je dois le coacher pour qu'il produise ce qu'il a de meilleur en lui par rapport à une matière donnée. Et c'est ça qu'on fait avec nos élèves et c'est pour ça que c'est du personnalisé à outrance. Et c'est ça le pari. C'est pour ça que nous sommes amenés à connaître les élèves, chacun tout seul, à comprendre, leur trigger, leur point de basculement. Et il faut qu'on arrive à, quand on a un élève qui arrive en input et qui dit je n'aime pas cette matière, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte, en delta T, de dire je veux être le meilleur dans cette matière. Et c'est ça notre travail. Donc maintenant, la digitalisation, on a bien compris que c'est un formidable outil et on a décidé d'apprendre à l'utiliser et ça a donné Manhaj.ma qui est d'emblée une plateforme de soutien scolaire dans les matières scientifiques. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus tard, Manhaj.ma, je ne vais pas m'éterniser. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question. C'est de me dire, c'était quoi la deuxième partie, monsieur? C'était quels sont les facteurs à Les même de facteurs permettre qui permettent à l'école marocaine de réussir ce virage-là de la digitalisation, Alors, si vous le permettez, défi de la ça, moi, digitalisation. si vous me permettez, je vais la reformuler. Si vous permettez, moi, c'est la question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est comment améliorer le classement mondial de notre royaume parmi les nations du monde en matière d'éducation grâce au digital. Pour moi, c'est ça la vraie question. C'est la véritable Ah là, question. c'est une toute autre question, ça. C'est une toute autre question, mais allons-y, allons-y, allons-y. On est dans, le même, dans la même question. C'est la digitalisation, c'est pas comment mettre des tablettes en classe ou comment mettre des sites Internet avec des jolis logos ou comment permettre à un élève de s'inscrire à l'école avec deux Notre photos. manière de la formuler, c'est toujours c'est la même. Si on augmente si on améliore le rang, c'est qu'on a réussi le virage. Exactement. Donc nous devons insister, et c'est là où je rejoins Madame Laziz, je rejoins Monsieur Roro aussi qui en a parlé, nous devons absolument insister sur la formation de nos jeunes profs, les motiver, leur donner envie de pratiquer ce noble métier. C'est ça la clé selon moi. Et aujourd'hui, de mon expérience, chez Manhaj, nous avons cherché les meilleurs profs, les plus ambitieux, les plus géniaux et les plus impliqués déjà. Et nous n'avons pas eu besoin de leur donner envie. Ils étaient déjà impliqués dans l'éducation à distance, dans la vulgarisation, dans la sensibilisation à l'école, à travers le digital et les réseaux sociaux. Et nous avons fait appel à eux parce qu'ils nous ont permis de gagner beaucoup de temps et on est passé à l'essentiel. Mais aujourd'hui, pour que l'école marocaine puisse gagner du temps dans cette course à l'échelle mondiale, il faut commencer par l'enseignant et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'enseignant, c'est le véritable moteur de recherche. Ce n'est pas, c'est pas une marque de carte mère ou je ne sais quoi, c'est un être humain l'enseignant doit absolument être accompagné pour être lui-même un vecteur d'excellence via le digital. Qu'il soit un vecteur d'excellence dans sa matière, ça c'est sûr, mais s'il est enseignant d'éducation islamique, parce qu'on veut réussir l'école marocaine. Donc, que ce soit l'éducation islamique ou que ce soit de la physique, chimie ou des mathématiques, pour moi, toutes les disciplines sont logées à la même enseigne et la clé du succès, c'est l'enseignant. Il faut que toutes les matières réussissent en même temps avec la même intensité. Être accessible, à être meilleur dans l'apprentissage, quelle que soit la matière, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, donc pour moi, c'est ça ma vision.
Merci beaucoup, Ismaël. Alors, quand vous parlez de coacher l'élève pour le motiver ou alors insister sur la motivation des enseignants, ça veut dire qu'il y a les deux éléments de l'enseignement qui sont les apprenants et les enseignants qui doivent se transformer ou faire évoluer leur pratique. Et dans ça, Ilham Aziz, en quoi donc la digitalisation, le numérique, l'intelligence artificielle, en quoi ça peut contribuer à transformer l'apprenant et à faire évoluer l'enseignant dans ses pratiques? Et là, on est dans la motivation extrinsèque quelque part à CRO et on y arrive. Je vous pose la même question différemment, juste après la réponse de Madame Aziz. Madame Aziz. Le Maroc, comme la Voilà. plupart des pays, a traversé le Covid et le ministère a veillé à faire un benchmark post-Covid pour identifier les actions de transformation qui peuvent structurer l'école. Et comme l'a dit Siboukili, euh, enseigner ou donner du support avec le numérique évolue parce que la technologie évolue, même si les fondamentaux restent, que sont les enseignants et les élèves. Et donc, à travers le numérique, quelles sont les principales pistes d'amélioration? D'abord, et tous mes collègues l'ont dit, c'est le développement professionnel des enseignants. Cet enseignant qui est le responsable premier dans sa classe avec ses élèves, mais pas seulement, parce que la transformation post-Covid et la réforme qui tient compte des recommandations à la fois du nouveau modèle de développement, de la stratégie 2030 du Conseil supérieur, a mis l'accent sur l'évolution de l'acte pédagogique et la mesure d'impact sur les élèves. Et comment, et moi je me positionne par rapport au numérique, comment peut-on améliorer et avec tout ce qui peut être autour de cet élève à travers son enseignant, qui n'est pas isolé. Parce que souvent, on parle de l'enseignant, mais l'enseignant, ça veut dire un corps pédagogique où il y a un directeur d'établissement, il y a des inspecteurs, il y a des parents d'élèves, il y a des associations qui sont dans la proximité de l'établissement scolaire. Et donc, avec cet ensemble structurant de l'école, comment peut-on réussir la réforme d'amélioration et de changement de l'acte pédagogique au vu et à l'aune de l'évolution technologique? Nous avons identifié deux axes majeurs. C'est d'abord l'intégration effective du numérique dans l'approche méthodologique depuis la conceptualisation du curriculum, donc du programme scolaire, à travers les ressources que nous offrons, mais surtout un axe majeur, et j'en ai déjà parlé, et j'en reparlerai jusqu'au bout, c'est les compétences des élèves, qui sont à la fois des compétences numériques et culture numérique, dans le domaine d'enseignement-apprentissage, mais aussi à travers, donc, dans toutes les disciplines sont concernées, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai vu des enseignants brillants utiliser le numérique en histoire-géographie. C'est facile, vous me direz, parce qu'il y a des cartes, il y a des strates quand on explique un peu l'évolution, mais je l'ai vu aussi chez des enseignants de philosophie. Et je me suis dit, mais comment ils vont faire? Eh bien, je vais vous dire que pour présenter une frise d'évolution des savants en philosophie, eh ben, le numérique est là, pas seulement comme un support. Euh, Marin l'a bien expliqué tout à l'heure que on ne passe pas d'un formulaire papier à un formulaire numérique et on ne transforme pas. Mais comment l'utiliser pour transformer et surtout comment généraliser l'enseignement de l'informatique et du code. La chance qu'a eu le Maroc avant l'avènement en 2005 du programme Génie, c'est que l'informatique était une discipline enseignée et c'est la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait d'abord un cours d'enseignants d'informatique qui a beaucoup aidé à aider les autres enseignants à intégrer dans leur discipline. Nous avons aussi identifié dans notre feuille de route des thématiques où le numérique peut amener des améliorations. Bien sûr, la base, c'est le mode d'enseignement, l'impact sur la qualité, mais c'est aussi le renforcement des apprentissages de deux champs majeurs que sont les sciences et les langues. Alors, les langues, c'est à travers des plateformes, et des plateformes d'apprentissage des langues, il en existe. Le ministère a testé un certain nombre d'entre elles, et nous sommes en train de travailler pour voir
comment à la fois permettre à l'enseignant dans sa classe de mettre en œuvre le programme scolaire des langues à travers les apprentissages de la langue dans son volet grammatical, conjugaison, littérature, mais avec une plateforme de renforcement où on revient à la fois sur le basique, mais aussi sur la culture, sur la littérature. En matière de sciences, et M. Boukili a parlé d'une évolution depuis 18 ans que nous avons aussi vécue. Au début, quand on supportait les sciences avec le numérique, on mettait à la disposition des enseignants euh, des, des, des outils numériques sous forme d'animation, de vidéos, et on demandait à l'enseignant de faire son scénario pédagogique, donc c'est le chemin qu'il va suivre en classe, en rajoutant le numérique comme il veut et quand il veut et quand il peut. Aujourd'hui, quand on a vécu le Covid, on a fait un peu comme tout le monde et on a fait avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire un enseignant derrière un écran qui faisait son cours comme s'il avait ses élèves en face de lui. Comme je l'ai dit, et tout à l'heure, M. Roro a fait référence à la Khan Academy qui se faisait de la même façon au début. Le fondateur prenait un écran et il écrivait, il expliquait. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué avec l'IA, justement. Et ce que nous avons fait pour l'enseignement des sciences, c'est qu'on a développé une plateforme d'enseignement des sciences où vous ne voyez pas du tout l'enseignant. Par contre, vous voyez tout le parcours. Et le parcours sous un format de scénario, vous voyez un rappel de cours, vous avez des outils qui rappellent à travers une vidéo, une animation. Et nous avons surtout intégré des tests qui sont des tests très ludiques pour les enfants, pour les élèves, pour qu'ils puissent évaluer leur niveau d'apprentissage, mais aussi des tests finaux. Et notre challenge aujourd'hui, à travers cette plateforme d'enseignement des sciences, maths, physique, chimie, SVT au collège, c'est d'abord de passer au lycée, mais surtout d'intégrer des outils IA. C'est très compliqué. Il y a des entreprises, il y a des startups qui savent le faire, où on détecte les besoins de l'élève et surtout, on propose des remédiations de façon mécanique. Et ça aussi, ça aide l'élève. C'est ce qu'on faisait, nous, il y a 40 ans, quand on passait le bac et qu'on prenait toutes les annales qui étaient disponibles et on refaisait énormément d'exercices. Sauf que là, aujourd'hui, l'outil informatique le permet. Un autre grand projet que nous avons mené aussi bien au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire, c'est le projet Scénario-Prof qui donne à nous un scénario pédagogique modèle d'enseignement des sciences et au niveau du primaire des 4 disciplines, l'éveil scientifique, les maths, les langues. Et vous l'avez sûrement entendu aussi, ce grand projet d'amélioration et de réforme que sont les écoles pionnières au niveau du primaire, où il y a plusieurs facteurs d'amélioration, mais un des facteurs, ce sont des méthodes d'apprentissage basées sur le numérique avec des tests de progression des élèves. Et si vous avez pu le voir hier, un communiqué du ministère a indiqué des chiffres de progression constatés durant le premier trimestre. Et j'en suis la première à être extrêmement satisfaite de ces chiffres. Alors, il s'agit de 300 000 élèves qui suivent ce programme et 65 000 ont été testés. Et franchement, je ne dis pas que le numérique, c'est la panacée parce que ces écoles pionnières ont eu d'abord des formations d'enseignants, des enseignants volontaires engagés, motivés. Mes collègues en ont parlé et sans m'attarder beaucoup sur ce projet, mais c'est pour montrer que quand on met le numérique entre les mains des élèves, des enseignants, avec un accompagnement, on ne les laisse pas libres. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de ChatGPT, on peut parler de Google. Vous savez quelles sont les meilleures personnes qui savent utiliser ces outils? Eh bien, c'est les plus outillés. Parce que si je reprends le cas d'un enfant, d'un bébé qui naît, et il ne maîtrise que les quelques sons qu'il a entendus dans le ventre de sa mère, et les premiers mots qu'il sort, c'est toute la capacité qu'ont eu ses parents durant la première année à lui parler, à communiquer avec lui. Et s'ils ne le font pas, cet enfant, au bout d'un an, de 2 ans, restera muet. Si on le laisse isolé, on en fera un enfant qui ne sera pas Merci, Madame capable Aziz.
d'évoluer. Et je reprends cet exemple pour dire c'est exactement la même chose. Parce qu'on me dit souvent, ah bah aujourd'hui, avec les solutions Internet, on n'a plus besoin d'enseignants. Mais on ne sait chercher la bonne solution ou la bonne information que quand on maîtrise la question et qu'on est capable d'avoir cet esprit d'analyse. Et c'est ce que nous souhaitons avoir. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes pour parler des compétences des élèves. C'est Aziz. Vous êtes déjà à 10 minutes, madame. Vous êtes déjà Alors, à 10 minutes. Vous êtes je, déjà je, je, à je 10 minutes. termine Donc, très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. je termine par rapport à l'apport des compétences numériques pour les élèves pour développer à travers le coding, l'informatique, la robotique, l'esprit critique, la capacité d'analyse et surtout la résolution de problèmes. Vous savez, nous tous, on a fait beaucoup de mathématiques, ce qu'on en garde, c'est la règle de 3. Elle nous sert dans la vie d'entrepreneur pour faire son plan, son business plan. C'est ce que nous gardons. Merci, Donc madame. voilà, Merci. rapidement, sur les compétences des élèves et je pourrais y revenir si on a un peu de temps à la fin. Merci. Vous savez, mon rôle n'est pas toujours très facile parce qu'il y a des moments où je confonds mon rôle d'animateur avec celui d'internaute, d'auditeur. Donc, j'étais en train d'écouter ce que vous disiez, je n'ai pas vu l'heure passer. Même chose pour les autres intervenants. Et bon, mais maintenant, effectivement, pour parler de tout ce qui est en train de se faire, j'ai vu le classement dont vous parlez qui est très intéressant. Maintenant, il faut confirmer ça dans le temps et dans l'ensemble du cursus des apprenants. Alors, euh, comme vous avez dit à un moment, c'est Madame Légis, Madame Légis, les enseignants doivent être eux-mêmes formés, donc ce sont d'informatique ou d'autres choses, doivent être eux-mêmes formés et recyclés d'une manière permanente parce qu'ils ont tendance à se diluer un peu dans les différentes innovations technologiques. Ça ne reste que finalement que des hommes et que des femmes. Alors c'est toujours la même question sur l'enseignant. On va revenir sur l'enseignant. Comment donc l'intelligence artificielle et l'IA générative peuvent resituer ce rôle des enseignants un peu, le resituer et leur permettre aussi de s'adapter au fur et à mesure des innovations qu'il y a. Comment vous voyez les choses? C'est Aziz, avant de répondre à la question, j'aimerais dire que ça m'a fait plaisir d'entendre Madame Aziz parler des projets que le ministère va lancer, qui sont basés sur l'IA pour améliorer les apprentissages. Moi, je crois vraiment qu'il faut faire un saut en avant, un leapfrog, comme on dit en anglais, comme ce qu'on a fait dans les télécoms, passer directement à des technologies très avancées à base de l'IA générative. On n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. Alors, pour la question, je vais commencer par dire qu'un enseignant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un écrivain de science-fiction qui a dit ça dans les années 20. Un enseignant qui peut être remplacé par une machine devrait l'être. Et cette ligne de pensée est souvent évoquée dans les débats sur la digitalisation et l'essor des apprentissages du XXIe siècle, soit pour exhorter les enseignants à suivre le rythme des changements technologiques, soit pour justifier un abandon complet de l'idée traditionnelle d'enseignant expert qui a toutes les connaissances. Mais l'intention de cet écrivain de science-fiction, Clarke, était de faire valoir que les enseignants sont responsables de bien plus que de fournir un accès à l'information. Les enseignants sont censés être un catalyseur pour les processus sociaux, émotionnels et humains de l'éducation, plutôt que de simplement informer et instruire. Moi, je trouve que le rôle de l'enseignant est un rôle de garant des apprentissages. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement a bien précisé ceci en disant qu'il faut investir dans la formation et la motivation des enseignants pour qu'ils deviennent des garants des apprentissages. Pour moi, c'est très important. On pensait qu'avec l'Internet, il y aurait plus d'apprentissage, on n'aurait plus besoin d'enseignants. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On passe beaucoup de temps sur Internet, mais pour la distraction, il y a l'abandon de l'information, des informations. Et moi, je pense que ça va être la même chose avec l'IA générative. L'IA générative synthétise ce que Google, par exemple, va trouver quand on rentre des mots-clés. Ceci dit, à l'ère de l'IA générative, il faut aussi repenser les apprentissages. Il faut plutôt favoriser ce qu'on appelle les compétences IA-proof, c'est AI-proof skills, les compétences sociales, émotionnelles, créativité, pensée critique, adaptation, apprendre à apprendre.
et puis la collaboration en machine. Si on prend par exemple l'écriture ou l'expression écrite, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de développer des capacités de l'élève à formuler et communiquer avec précision et clarté ses pensées. C'est ça l'objectif de l'écriture. Et elle met de l'ordre dans les pensées. Je pense qu'après une certaine maîtrise et à partir d'un certain âge, on pourrait très bien commencer à former les étudiants, les élèves, à acquérir des compétences dans le partenariat humain-IA, qui caractérise aujourd'hui même le processus d'écriture à base de ChatGPT, tout en négligeant bien sûr leurs compétences propres. Donc il y a pas mal de formations dans ce sens, ce qu'on appelle les prompt engineering, comment utiliser l'IA générative. Donc cet apprentissage de partenariat en machine devient aussi très important. Mais ce qui est essentiel, c'est que les élèves prennent confiance en leur capacité à penser de manière critique et profonde. Et je pense qu'il n'a jamais été aussi crucial et important d'expliquer le pourquoi de chaque leçon aux élèves et de souligner l'importance du développement des compétences cognitives plutôt que de la production d'un produit final. Bon, ça, c'est très important. D'autre part, pour l'IA générative, les enseignants sont aussi censés, ils sont aussi essentiels même, pour encourager les élèves à être non seulement des consommateurs, mais des penseurs critiques aussi de cette IA générative. Non seulement sur les résultats de leurs interactions avec l'IA, mais aussi sur les biais, les préjugés et les inégalités. Finalement, pour l'enseignant, à mon avis, l'IA générative est un formidable atout pour l'aider à préparer, à faire son travail, à préparer des contenus attractifs, corriger des examens, individualiser des tests. Il y a pas mal d'outils qui sont disponibles. Et récemment, il y a OpenAI qui a lancé Assistant API. Donc, l'enseignant peut même avoir des assistants virtuels pour l'aider à organiser son travail et communiquer avec les élèves, les parents à travers un chatbot, même vocal. Donc, je trouve que c'est une opportunité aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant. Et donc, le rôle... Merci beaucoup. Je vais utiliser un peu de temps, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que le rôle de l'enseignant, il est essentiel. C'est le garant des apprentissages. Il a aussi le rôle de donner le plaisir d'apprendre aux élèves. Voilà. Merci à vous, professeur Robo. Effectivement, l'enseignant est au centre de tout ça, l'apprenant aussi, mais l'enseignant a son rôle. Alors, on va passer, merci pour tous ces éclairages intéressants, et on va passer à une application plus concrète avec vous, docteur Gmila. Alors, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire ICESCO UMF. ICESCO, c'est l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, et UMF, c'est l'Université Euromède de Fès. Vous êtes titulaire de la chaire Femmes en sciences, intelligence artificielle et futur, pour promouvoir l'intelligence artificielle auprès des filles et des femmes. Et justement, je voudrais vous poser cette question. Comment la digitalisation et l'intelligence artificielle peuvent constituer un moyen de réussir l'inclusion des petites filles en milieu rural? Là, on est vraiment dans le précis. Ce n'est pas une niche, mais c'est une catégorie qui est spéciale. Et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réussir cette inclusion des petites en milieu rural? Vous me permettrez, si tu as une petite correction, j'étais directrice et j'étais titulaire, donc je vais parler d'une expérience passée. Aujourd'hui, j'occupe d'autres fonctions telles que vous l'avez mentionné. Permettez-moi quand même de peut-être un peu bousculer les intervenants que je trouve par ailleurs très intéressants, avec qui, bien sûr, j'ai déjà travaillé avec certains. Je pense aujourd'hui, je suis d'accord avec le leapfrog. Bien évidemment, ça, je suis complètement convaincue. Si on pense au Kenya, par exemple, dans le banking, le mobile payment en Afrique, aujourd'hui, c'est une success story. Le taux de pénétration du mobile payment est beaucoup plus important qu'en Europe ou en Amérique. Pourtant, dans ces pays-là, il n'y avait même pas de système bancaire à la base. Les gens n'étaient pas engagés dans un système bancaire et ils ont fait un leap, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre l'ensemble des séquences qui ont été suivies par des pays nettement plus développés que le nôtre. Donc, si on prend le parallèle avec l'éducation, on peut
on peut imaginer la même chose. Par contre, ce que je pense qui serait très dangereux, c'est de réfléchir euh, révolution par révolution. C'est-à-dire aujourd'hui, on mène des réformes, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'éducation, pour la digitalisation, pour les digital skills pour les étudiants. Mais au fait, si on y pense, la classe inversée dans certains ont parlé, ça, c'était un concept, il y a 15 ans, on en parlait, par exemple, en Amérique du Nord. La flip class, parce qu'on a compris que le prof devenait le seul acteur de la classe. Et on voyait on perdait les étudiants. Donc, on s'est dit, avec le concept de la classe inversée, il y aurait plus d'interaction, ils seraient plus acteurs dans leur propre apprentissage. Aujourd'hui, il vient l'IA générative. L'IA générative. L'IA générative, pour moi, c'est un moteur de transformation. Et donc, aujourd'hui, on dit, ah, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut former les enseignants, il faut former les étudiants. Oui, mais est-ce qu'avec ces réformes-là, on prépare réellement les autres révolutions à venir? Parce qu'il va y en avoir, et très prochainement, dans tous les secteurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et je pense que certaines de nos réformes actuelles incluent ça dans l'esprit, c'est de dire aujourd'hui, il faut que je forme les prochaines générations, et ça s'établit à court, long terme, sur l'agilité, la résilience, parce qu'il va y avoir d'autres révolutions et il faut qu'on soit préparé et qu'on les prépare. Que ce soit côté enseignant, que ce soit tout l'écosystème de l'apprentissage. Comme ça, donc, par exemple, concrètement, ça passe par l'intégration des sciences humaines et sociales, professeur Auro en parlait, la créativité, etc. Donc, au fait, beaucoup plus, on a souvent négligé, je parle en général, on a souvent négligé le rôle des sciences humaines et sociales. On s'est beaucoup focalisé sur les sciences techniques. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'inverser un peu cette tendance-là, parce que le technique et le technologique est devenu de plus en plus disponible, le reste, non. Ce qui m'amène le fil conducteur à mon expérience, et qui est une initiative de la chaire que je détenais avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'équipe de Madame Laziz, au fait, dans plusieurs écoles au Maroc, des écoles publiques, on a eu la chance d'organiser ce qu'on appelle les AI Bootcamp. Donc, c'est une immersion dans le monde de l'IA pour des petites filles, parce que les chiffres sont clairs. Les filles sont très peu, c'est un taux de 20 à 22% dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Et au fait, on se rend compte que ça, on s'est dit, bon, on a créé des leviers, on a fait des efforts, mais ça s'est répercuté par la suite, plusieurs années plus tard, quand c'est que la plupart, c'est quand on s'est rendu compte que les algorithmes étaient faits qu'on avait des biais algorithmiques, parce que certains biais venaient des data, mais d'autres venaient des développeurs, et parce que la communauté des développeurs était majoritairement masculine. Donc, je vous raconte un petit peu le contexte. Donc, on s'est dit, on va travailler bien en amont chez les petites filles. Mais au fait, là encore, c'est des bootcamps qui sont tech-free, c'est-à-dire on n'utilise pas de la technologie. Ce qu'on essaie de faire dans cette immersion de l'IA, dans le monde de l'IA, c'est de simplifier, de présenter des concepts génériques à l'IA comme l'algorithmie, comme la notion de généralisation, la notion de séquence à travers des exercices très simples, comme par exemple le brossage des dents, la programmation orientée objet par un exercice comment on se brosse les dents. Donc, il faut d'abord préparer les objets. C'est toute la réflexion à avoir lorsqu'on programme. Par exemple, aujourd'hui, pour les petites filles, comprendre la structure d'un ordinateur avant même de l'utiliser. On passe par un exercice très simple. Chaque composant, et on habille chaque petite fille par un composant. Et ensuite, on demande d'exécuter une commande. Par exemple, d'aller chercher un fichier dans l'ordinateur, dans le bureau de l'ordinateur. Et donc, en fait, on voit les petites filles interagir dans l'espace, donc la ROM avec la RAM se tenir la main et des choses comme ça. En fait, ça leur permet de mieux identifier ces composantes-là avant même de savoir allumer. On se rend compte qu'elles comprennent, qu'elles savent naviguer sur YouTube, sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais qu'elles ne savent pas finalement de quoi est composé un ordinateur. Et quand on clique sur un curseur, qu'est-ce qui interagit à l'intérieur de cette machine-là. Donc, en fait, voilà, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris aussi de ces filles parce que, et ça, je pense que tous les professeurs seront d'accord. En fait, on monte un outil, un kit pédagogique et on se rend compte finalement que
on doit s'adapter parce qu'on a des retours, on a des remarques, des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas calibrées au niveau de la classe. Et c'est là où on se rend compte la richesse de l'interaction et de la nécessité d'interagir avec l'interaction entre le professeur et les étudiants. Je finis sur un autre exemple. Donc, au fait, sur cette question-là d'ordinateur, si on y pense bien, donc des petites filles, Ilham, tu me corrigeras, mais je pense que la tranche d'âge, c'était de 7 à 10 ans dans les écoles primaires du ministère. Et au fait, cet exercice, comme je vous l'ai décrit, donc les petites filles se mouvent dans l'espace pour interagir, pour comprendre l'ordinateur. On peut faire la même chose avec de l'IA, mais au milieu universitaire, avec la réalité virtuelle. Donc, je donnais des TP de cette manière-là. On met un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et avec les manettes, on déconstruit l'ordinateur pièce par pièce et on le remonte. Donc, au fait, le même exercice peut être décliné d'une manière très simple et très ludique pour une tranche d'âge cible et d'une manière beaucoup plus technique et technologique pour une autre tranche d'âge et plus adaptée à leurs apprentissages. Je finis par cette pensée, au fait, ce que j'aimerais partager. Aujourd'hui, je parle de l'IA, vous l'aurez remarqué, je ne parle pas du digital. Mais au fait, l'IA, aujourd'hui, malgré le leapfrog dont on a parlé, moi et professeur Ouro, je pense il faut qu'il y ait quand même une structure digitale. Autrement dit, si aujourd'hui, moi, je veux installer un système d'apprentissage adaptatif pour le professeur, pour les étudiants et pour les parents, mais il faut quand même que j'ai des datas, que j'ai de la donnée. Cette donnée-là doit être structurée ou non structurée. Donc, il faut qu'il y ait eu en amont de cela un système informatique ou un système ou la structure digitale de manière générale qui recueille les données, qui les entrepose d'une manière sécuritaire, confidentielle, qui répondent aux normes de tout ce traitement-là. Donc, au fait, malgré le fait qu'on ait de la volonté à utiliser l'IA, il faut quand même qu'il y ait une couche de digital et une bonne structure digitale bien ancrée, mise en place pour qu'on puisse un jour utiliser ces outils d'IA. Merci, Madame Lubina. Merci pour tous ces éclairages. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de la sécurité des données et des data. Ça a été dit, mais il faudrait peut-être organiser un autre webinaire autour de ça parce que bon, il y aurait peut-être une réticence, mais faudrait un peu démystifier ou démythifier un peu ce qui se dit autour de ça. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois d'avoir été avec nous, docteur au pluriel, d'avoir partagé vos connaissances. Et maintenant, la question au piège, qui est le mot de la fin. Vous avez eu le temps d'exposer vos idées, votre manière de voir les choses. Et si je vous posais cette question donc, de comment réussir le pari digital dans l'éducation et dans l'enseignement, et que je vous demandais d'y répondre en 30 secondes, mais vraiment de la manière la plus courte, la plus synthétique, la plus impactante possible, que répondriez-vous? Je commence par vous, c'est vous qui dites. Et moi, mon souhait pour les années à venir, c'est que le Maroc puisse profiter de tout ce que nous avons construit à la plus grande échelle pour toucher du plus petit, le plus ambitieux des apprenants au fond de son village. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on se tienne par la main mutuellement, nous, en tant que start-up, acteurs d'une digitalisation du soutien scolaire, et l'État via le département concerné, et d'ailleurs via tous les départements d'éducation nationale. Il faut que le département de la transition numérique, le département du commerce, de l'industrie, il faut que le département de la solidarité et de la famille, il faut que tous ces départements s'entraident et mettent leur énergie au service de nos ambitions pour que le Maroc réussisse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Boukmania, ce n'est pas Menhaj, c'est le Maroc qui doit gagner des points. Et le porteur d'idées doit être le prophète. Et derrière, il y a l'État et la volonté de l'État. Et Madame Laziz fait un travail formidable en coulisses. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que la dynamique entrepreneuriale des gens qui ont beaucoup d'expérience réussit dans le domaine du soutien scolaire, qui ont accompagné des jeunes au Maroc et dans le monde, je pense qu'on ira 2 à 10 fois plus vite. Donc la question, c'est pas vers où on va aller, c'est comment on va y aller, et le plus vite, le plus loin possible, et de gagner des points ensemble dans cette compétition entre nations. Et on a ici des experts autour de la table qui ont des idées formidables.
Je pense qu'on ne doit pas se louper et que nous sommes heureux de voir notre équipe nationale gagner au foot, hein, de voir nos athlètes courir, Soufiane Boukhali gagner des médailles d'or. Mais Merci, nous, c'est beaucoup. Le plus court possible, j'ai demandé le plus court de manière à garder, que les internautes sur la fin, gardent part monsieur, de ce webinaire sur la fin, en on a gardant aussi l'idée. l'ambition et le même bonheur à voir notre pays gagner des points, des médailles et des trophées sur le plan de l'éducation et de l'enseignement. C'est notre désir à tous et je pense qu'on a les moyens d'y arriver. Voilà. Merci, c'est beaucoup. Même question, avec même demande pour vous, docteur Gumera. Merci. Donc, 30 secondes, j'essaie de prendre le pari. Un système d'éducation, d'enseignement supérieur qui puisse former sur l'agilité, la résilience pour les prochaines révolutions technologiques et pas celle qui est en cours. Merci, madame. Vous n'avez pas gagné le pari, vous l'avez explosé. Vous n'avez même pas fait 15 à 20 secondes. Bravo et merci Ça m'a donné beaucoup, 2 secondes à moi. madame Merci. Ilham Aziz. Moi, je terminerai en disant que l'école est l'affaire de tous, y compris le numérique, à partir des familles. Faites attention à vos enfants. C'est bien de leur donner l'accès au numérique, mais d'abord donnez-leur le temps. Faites de la lecture, jouez avec eux. L'école, l'institution est la deuxième responsable. Je le redis, c'est d'abord la famille la première responsable, et on en a parlé. Troisième grand secteur, ce sont tous les partenaires, des institutionnels, entreprises et start-up. Et si nous voulons que l'IA générative puisse transformer l'acte pédagogique, j'invite toutes les startups marocaines à mettre la main là-dedans et à nous aider à aller vers le mieux au niveau de l'école. Merci à vous tous. Merci, madame Aziz. Lecture, jeu et famille. Effectivement, faut pas oublier, faut revenir à l'essentiel, faut pas oublier l'essentiel. Le dernier mot pour vous, Stade Roro. Quatre points rapidement. Le premier, c'est que le numérique peut rendre à l'école son attractivité. Il doit rendre à l'école son attractivité. Je recommande d'effectuer un leapfrog en matière d'utilisation des techniques éducatives, comme j'ai mentionné auparavant. Deuxième point, l'intégration du numérique doit être réfléchie. Il faut impliquer des experts dans le choix des technologies et aussi dans leur évaluation. Il faut aussi promouvoir la recherche dans ce domaine et encourager l'entrepreneuriat, mais pas d'amateurisme. L'enjeu est trop important. Troisième point, l'enseignant continuera à jouer un rôle central. Il doit être garant des apprentissages, mais la façon avec laquelle il joue ce rôle est amenée à évoluer avec la technologie. Le quatrième point, c'est à l'ère de l'IA et l'IA générative, il ne faut pas oublier de repenser les apprentissages à cibler. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les AI-proof skills, apprendre à apprendre, l'esprit d'analyse critique, créativité, adaptation et communication. Et voilà, merci. Merci, professeur Roro. Vous savez, ça fait 1 heure et demie qu'on discute, qu'on échange. Il y a beaucoup de choses très importantes qui ont été dites, mais je recommanderais de commencer, ou si on n'a pas le temps de regarder le webinaire, ce qui serait dommage, c'est d'aller vers le mot de la fin, parce que vous quatre, vous avez dit des choses qui résument exactement, qui résument la problématique et qui disent où il faut aller. Merci encore une fois à vous toutes, à Aziz, vous je peux tous. rajouter Merci, un Sissi. petit mot. C'est Aziz. J'ai oublié, Oui, j'ai oublié un cinquième. le Allez-y. cinquième. Voilà, je disais que l'IA générative marquera un saut dans le métier d'enseignant grâce au chatbot. Mais pour que l'enseignant puisse exercer ce métier noble, il faut que l'enseignant ait un meilleur statut social. Il ne faut pas oublier ça. Merci, monsieur Roro. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Merci, merci. Là, on entre dans l'actualité, mais ça, c'est une autre affaire. Mais effectivement, il faut passer. C'est le rôle de l'enseignant finalement, que ce soit sur le plan, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan social, que sur le plan matériel, que sur les autres plans pédagogiques, entre autres. Le rôle de l'enseignant reste central. Donc, merci à vous, Sismaël Boukili, Madame Ilham Laziz et Mounir Rouro, Madame Maha Gmira. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci aux internautes qui sont derrière leur écran. Et désolé, vraiment, 1000 fois désolé pour ce problème de son qui va être réglé donc quand le webinaire va être mis quand l'enregistrement va être mis sur les plateformes. Et je vous donne donc rendez-vous au nom de l'Institut CDG pour la semaine prochaine, dans pas longtemps, pour un autre sujet qui est une autre thématique qui est l'urbanisme du futur. Donc, c'est le vendredi 17 novembre.
même heure, même endroit, avec un meilleur son. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé vos connaissances, votre savoir, votre science. Merci encore à vous et à la semaine prochaine pour tout le monde.